Je suis père d'un jeune autiste de 24 ans. Ce n'est pas toujours facile, mais pas seulement pour les difficultés quotidiennes que vous pouvez imaginer. Non. Je veux d'abord parler ici, aujourd'hui, du fait qu'il semblerait que les pères de ces enfants n'aient pas leur mot à dire dans toutes ces histoires d'autisme. J'ai reçu cette semaine copie d'un mail qu'une mère, membre du collectif de soutien au film Le Mur, a cru bon d'envoyer à la présidente de la Fédération française Sésame Autisme, à une journaliste de l'Express, ainsi qu'à la ministre de l'Enseignement supérieur, pour dénoncer ma participation à ce colloque. On se croirait à l'époque de l'Inquisition, et certains de ces nostalgiques de ce bon vieux temps aimeraient bien qu'il suffise à nouveau d'accuser quelqu'un de pactiser avec le diable pour l'expédier illico au bûcher. Car pour eux, accepter de dialoguer avec des psychanalystes, c'est forcément se ranger dans le camp de ces êtres maléfiques et tout-puissants qui n'arrêteraient pas de culpabiliser les mères en diffusant sournoisement l'idée venimeuse qu'elles auraient volontairement rendu leur enfant autiste en refusant de les aimer et en faisant passer leur carrière avant leur famille. Désolé, madame, mais je ne peux pas adhérer à ce récit fantasmatique. Ma femme a toujours aimé ses enfants, nos enfants. Et au moins, pour ce qui nous concerne, les psychanalystes ne nous ont jamais culpabilisés. Au contraire, ils ont su, avec infiniment de tact et de patience, nous accompagner et nous soutenir dans ce parcours douloureux, et nous leur en sommes très reconnaissants. Non, les mères d'enfants autistes ne sont pas de vilaines sorcières dévoreuses d'enfants, mais elles ne sont pas non plus les madones dévouées corps et âme à leur enfant et que portent au nu certains journalistes et hommes politiques. Je n'accepte pas que l'on essaie de me mettre en demeure de choisir entre ces deux caricatures. Même si je peux comprendre que ces journalistes et ces hommes politiques, qui auraient certainement tous aimé être de gentils petits garçons adorés par leur maman, défendent avec ardeur l'image de la bonne mère et pourfendent ceux qui viennent l'écorner en laissant entendre que la réalité n'est jamais aussi manichéenne, que les sentiments et les relations humaines sont pétris d'ambivalence et qu'il y a chez chacun d'entre nous une part d'inconscient qui nous échappe et dont nous ne sommes pas responsables. Je n'accepte pas non plus d'avoir à choisir entre la vilaine sorcière et la madone de l'Immaculée Conception, parce que ces deux figures archétypales ne me laissent aucune place, ni en tant que père, ni en tant que conjoint, ou tout au mieux celle de Joseph, à l'arrière-plan du tableau, car je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre à celle de Dieu le Père. Mais revenons à notre sujet, même si ce sont les psys qui n'arrêtent pas de nous répéter qu'il faut revenir au sujet. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas non plus psychanalyste. En quoi suis-je donc qualifié pour parler d'architecture dans un colloque organisé par des psychanalystes? Quand les imprévus de la vie vous plongent dans le drame de l'autisme, dès que l'on arrive à remonter un peu à la surface, on est vite amené à devoir trouver des réponses à une multitude de questions. Une des plus angoissantes de ces questions est de trouver un lieu d'accueil où votre enfant puisse se sentir bien et progresser. Et c'est là que commence le parcours du combattant dont parlent presque tous les parents d'enfants autistes. Quand Maurice était enfant, il n'y avait aucune institution adaptée en Haute-Savoie et le pédopsychiatre de l'hôpital du secteur n'avait rien d'autre à nous proposer que le placement dans une famille d'accueil en Lozère, à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. C'était nous demander froidement
d'abandonner notre enfant autiste pour mieux pouvoir nous consacrer aux deux autres, comme disait ce spécialiste. Nous nous sommes donc passés de ces conseils, et après de longues démarches administratives, nous avions réussi à lui trouver une place dans une institution que nous avait recommandée François Ansermet, la Fondation René de la Fontaine à Lausanne, en Suisse. La Violette était une jolie maison familiale qui accueillait 16 enfants autistes de Caner. D'orientation plénienne, les équipes étaient très à l'écoute des enfants et des familles. Boris en parle encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs là qu'il a commencé à parler à l'âge de 10 ans. Mais 16 ans était l'âge limite, et il nous fallut donc en 2004 repartir à la recherche d'une autre place. Heureusement, entre-temps, l'IME de Tully, géré par la PMU de Thonon, avait obtenu un agrément pour l'accueil d'enfants et d'adolescents autistes, et Boris y fut admis. Cependant, nous étions bien conscients qu'il nous faudrait trouver autre chose dès que Boris aurait 20 ans, l'âge limite dans les IME. L'ULAPI 74 avait alors un projet de création de foyer. Elle avait acheté pour cela, avec le soutien financier du Conseil général, une ancienne ferme à Chaumont, entre Annecy et Genève, mais il restait à définir le projet et à l'écrire. Je me suis lancé dans cette aventure, et comme tous les parents d'associations gestionnaires d'établissements, j'ai vite été amené à me pencher sur les questions concrètes auxquelles je n'étais pas du tout préparé. Je vous parlerai aujourd'hui essentiellement d'une d'entre elles. Que demander à l'architecte que l'on choisirait pour construire ce foyer? J'étais bien forcé de constater que la plupart des établissements étaient conçus à partir de deux schémas. Au mieux, le schéma de la grande maison familiale comme la Violette, au pire, le schéma hospitalier. Vous connaissez tous ces longs couloirs rectilignes qui desservent des chambres bien alignées de part et d'autre, à l'atmosphère glaciale et stérilisée, où tout semble conçu davantage pour le confort de la femme de ménage que celui de l'usager. Je n'avais aucune envie que mon fils et ses camarades passent l'essentiel de leur vie dans un tel environnement. Il me semblait évident, a priori, qu'il fallait adapter un bâtiment aux spécificités du public auquel il est destiné. Mais quelles spécificités et quelles adaptations? J'ai posé ces questions aux associations de parents, à la DAS, à la délégation ministérielle à l'accessibilité, à les directeurs d'établissement, mais j'ai reçu très peu de réponses. Finalement, c'est dans des échanges sur un site internet, satedi.org, animé par des personnes souffrant elles-mêmes de troubles autistiques, que j'ai trouvé le plus d'indications. Ces indications correspondaient à ce que j'avais pu lire chez Donna Williams et Temple Grandin, ainsi qu'à ce que je pouvais constater dans la vie quotidienne avec Boris. Je m'étais aussi rendu compte que la conception des écoles, des hôpitaux, des prisons et de bien d'autres établissements publics répondait d'abord à l'obsession de tout pouvoir contrôler d'un simple regard. Or, précisément, le regard de l'autre est insupportable pour les personnes autistes, à tel point qu'un de leurs signes caractéristiques est d'avoir un regard fuyant. Entre parenthèses, les psychotiques aussi vivent le regard de l'autre comme une menace. Les journaux sont pleins de faits divers qui racontent qu'une personne en a poignardé dans la rue une autre qu'elle ne connaissait pas, uniquement parce qu'elle l'avait regardée. J'avais remarqué par ailleurs que la place préférée de Boris à la maison, quand nous recevions des amis, était au milieu de l'escalier dans le séjour, à un endroit dominant, d'où il pouvait tout voir et tout entendre sans être vu. Enfin, sur des vidéos sur la vie dans des foyers, j'avais été frappé par le comportement de certains jeunes qui se cachaient le visage sous une couverture en plein été. Dans des classes qui accueillent des enfants autistes, les enseignants, voyant bien faire, placent parfois ces enfants au premier rang. C'est la pire des places pour eux, car ils ont le regard de tous dans le dos, et ils ne peuvent pas vérifier à tout moment si les autres ne leur sont pas hostiles. Il vaut mieux au contraire les placer au fond de la classe, et même disposer plus loin auparavant, derrière lequel ils puissent venir se réfugier lorsqu'ils se sentent particulièrement mal. Un des principes directeurs du foyer de Chaumont sera donc d'offrir des recoins et des lieux de repli
pour que les résidents puissent échapper au regard et à la présence des autres avant que cela ne leur devienne insupportable et qu'ils ne passent à l'acte dans l'agression ou l'automutilation. Concrètement, cela signifie qu'il faut éviter l'effet de masse des effectifs trop nombreux, ne pas construire de foyer pour plus de 20 à 30 personnes, diviser ces bâtiments en unités de vie pour 4 à 6 résidents. Dans les unités de vie, il ne faut pas que toutes les chambres soient regroupées. Dans une unité de 6, par exemple, il vaut mieux séparer par les pièces communes un groupe de 3 chambres, un groupe de 2 et une chambre isolée. Cela évite de plus qu'un résident ne réveille tout le foyer lorsqu'il n'arrive pas à dormir. Dans les cas les plus sévères, ce n'est pas seulement le regard de l'autre qui est insupportable, mais le simple reflet de la personne elle-même peut provoquer une crise. On ne compte plus le nombre de miroirs brisés dans les institutions. Quant aux grandes baies vitrées avec effet de miroir la nuit, elles finissent par être remplacées par des panneaux en bois partout où on n'a pas tenu compte de cette donnée. L'aménagement d'une chambre répond aux mêmes préoccupations. Il ne doit pas y avoir de vis-à-vis. La porte d'une chambre ne doit pas être juste en face d'une autre, et le lit ne doit pas être visible depuis la porte d'entrée. Cela permet en outre aux résidents d'avoir un peu d'intimité dans leur chambre. Temple Grandin considère qu'une personne autiste est comme un animal aux aguets. Allongé dans son lit, le résident ne doit donc pas être visible de l'extérieur, mais il doit pouvoir vérifier du regard que du côté de la porte d'entrée ne surgit aucun danger. Concernant la place du lit dans la chambre, vous pouvez aussi observer dans toutes les institutions qu'il n'est jamais à l'angle de 2 murs, alors que ce serait là l'emplacement le plus sécurisant. C'est la même chose pour les baignoires, qui sont toujours placées au centre de la salle de bain. Ce choix est déterminé par le confort du personnel qui doit faire les lits tous les matins et qui préfère qu'ils soient accessibles des 2 côtés. Or, c'est très sécurisant pour tout un chacun d'avoir un bord pour pouvoir se laisser aller à l'endormissement. Quand on dort à 2, c'est l'autre qui assure ce rôle. Quand on est seul, faute de mieux, on doit se contenter d'entendre mieux. La question des bords. Bon, il n'y a pas du temps pour réagir. La question des bords, du contenant, de l'enveloppe corporelle, toutes ces appellations renvoient à une expérience essentielle décrite par Temple Grandin dans Ma vie d'autiste. Elle y parle de ses vacances chez une tante qui gérait un élevage de bovins. Je vous lis le passage. Pendant des heures, je regardais les animaux apeurés et crispés se faire enfermer dans la trappe à bétail. Et quand les parois serraient doucement leurs flancs, je les voyais se calmer. Finalement, j'ai demandé à ma tante Anne la permission d'essayer moi-même la trappe à bétail. Puisque la pression du contact tactile calmait les veaux, peut-être m'aiderait-elle aussi. D'abord, j'ai réglé la barrière pour qu'elle s'ajuste à hauteur de ma tête quand je me présentais à 4 pattes, et ensuite j'ai grimpé dans l'enclos. Anne a tiré la corde qui tirait les parois de trappe à bétail pour les rapprocher. Je sentais leur pression ferme sur mes flancs. Normalement, j'aurais évité une telle pression, comme j'évitais de me faire engloutir par l'étreinte de ma parente obèse et spongieuse dans mon enfance. Mais, dans la trappe à bétail, le repli était impossible. Je n'avais aucun moyen d'éviter la pression sans me faire relâcher de la trappe de contention. Le résultat était à la fois stimulant et décontractant. Mais, et c'est le plus important pour une personne autiste, c'est moi qui étais maître à bord. Au lieu de me faire avaler par une parente trop affectueuse, je pouvais diriger Anne pour qu'elle applique le niveau de pression adéquat. La trappe de contention me soulageait de mes crises de nerfs. Temple Grandin se bricole alors une trappe de contention qu'elle installera même dans sa chambre d'étudiante à la cité universitaire. J'avais moi aussi vécu quelque chose du même ordre avec Boris quand il était tout petit. Il passait alors toutes les nuits à se cogner le dos contre une porte, un mur ou un radiateur.
Après des mois d'insomnie, j'avais fini par découvrir qu'en le serrant dans mes bras et en lui parlant tout doucement, il commençait par se débattre et à hurler, puis, très vite, il se relâchait d'un seul coup et il s'endormait paisiblement. Cela paraissait miraculeux. Plus tard, et pendant longtemps encore, Boris, comme beaucoup d'autistes, avait besoin de tapoter régulièrement contre quelque chose de dur. Un mur, la vitre de la voiture, un meuble, etc. Inversement, il était fasciné et terrorisé par les trous. Dans la rue, par exemple, il fallait le décoller des bouches d'égout. À la maison, il démontait les cuvettes des WC et les siphons des lavabos. Ce besoin flagrant de contenance, dont témoigne le texte de Temple Grandin, pourrait nous amener à nous poser quelques questions théoriques très incorrectes politiquement et que je ne vais qu'évoquer aujourd'hui. Le packing, diabolisé de nos jours, ne correspond-il pas exactement à la démarche de Temple Grandin, surtout lorsqu'il répond à la demande de la personne elle-même? Deuxième question. Dans les méthodes intensives de type ABA, ne peut-on pas considérer que ce qui agit, au-delà des renforcements positifs et négatifs, c'est le caractère contenant de l'ensemble du dispositif? Ce mur permanent, construit autour de l'enfant par le corps des intervenants, la forme des tables, la rigidité des exercices, etc. Ce qui reviendrait à dire que les tenants de l'ABA pratiqueraient une forme de packing sans le savoir. Qui plus est, contrairement aux indications de Temple Grandin, une forme de packing sans le consentement du principal intéressé. Mais revenons au sujet. On déduit très facilement de ces observations que dans une institution pour personnes autistes, tous les bords vont être soumis à rude épreuve et qu'il vaut mieux utiliser des matériaux solides si on ne veut pas avoir rapidement à tout reconstruire. À proscrire donc les cloisons fragiles en placo, les dalles en polyester suspendues sur rail, les vitres qui se brisent au premier choc et peuvent blesser, les portes en contreplaqué, etc., etc. Tout ce qui peut s'arracher ou être secoué doit être très solide ou hors de portée. Radiateurs, tuyauterie, papier de peint, rampes, prises et interrupteurs en acrylique, etc. Les usagers de ces institutions ont besoin de bords bien marqués pour éviter la confusion entre le dedans et le dehors. Il ne faut donc pas de grandes baies vitrées au niveau du sol, ou alors il faut les barrer par une traverse en bois, un film opaque à ce niveau, des rideaux ou tout autre dispositif. Pour aider les résidents à faire la différence entre le dedans et le dehors, toutes les portes du foyer de Chaumont auront une face foncée côté intérieur et une face claire côté extérieur. Dans le même registre, on constate que la plupart des autistes adorent l'eau, les bains et les douches. Quand nous amenons Boris se baigner dans des sources thermales, où l'eau est à plus de 30 degrés, il peut rester des heures dans un bassin au milieu de la foule sans se sentir envahi par tout ce monde. Il accepte de se séparer de nous et il n'a plus aucune stéréotypie. C'est assez incroyable et c'est une constatation qu'ont pu faire de nombreux parents et professionnels. Cependant, si on cherche une explication commune à tous ces phénomènes de contenance et si on essaie de comprendre pourquoi l'eau thermale des sources nous amenant Boris a un effet plus miraculeux que celle de Lourdes, les bords de la piscine deviennent vite assez glissants. En effet, soit on considère que les gènes ou les neurones défaillants qui poussent nos enfants à se taper le dos contre un mur et à bien d'autres stéréotypies sont solubles dans l'eau chaude, soit on est bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose au niveau de la peau, de l'image corporelle, qui est en jeu dans toutes ces manifestations. Mais revenons au sujet. Une autre manifestation caractéristique de l'autisme est l'hypersensibilité à certains bruits. Pendant des années,
Nous n'avons pas pu allumer la radio à la maison ou dans la voiture, en présence de Boris. Lorsqu'on passait l'aspirateur, il poussait des hurlements stridents insupportables. Idem dans les garages, où résonnent toujours des bruits métalliques des outils sur les carrosseries. Un jour, alors que nous nous promenions au bord du lac Léman, un paquebot a fait retentir sa sirène. Boris était terrorisé. Il a dit « Boris peur, cœur bas ». Nous étions médusés, c'était la première fois qu'il parlait. On pourrait en conclure que si les terreurs déclenchent la parole, il ne faut surtout pas chercher à créer un environnement apaisant, mais au contraire leur imposer l'insupportable pour les forcer à sortir de leur isolement et les habituer à la réalité du monde. Certains le pensent, mais je ne vous le conseille pas. Ou si vous voulez vous y risquer, n'oubliez pas vos boules pièces. Je préfère la douceur. Dans le projet de Chaumont, nous avons donc cherché à limiter le plus possible les intrusions par les bruits. Le site est calme, à la campagne, loin de la route. Je vais vous dire vite, parce que j'ai du temps. Les parkings pour les voitures du personnel et des visiteurs ont été placés en dehors du site, loin des lieux de vie. Les fenêtres sont à double vitrage, le système de ventilation sera complètement insonorisé. Dans trop de foyers, on n'a pas étudié l'acoustique des halls et des grandes salles, et leur sonorité est insupportable pour les usagers. Un autiste est vite saturé par des sources sonores multiples qu'il ne sait pas hiérarchiser, et l'effet de brouhaha lui est très pénible. Bon, etc. Vous lirez le texte, il sera diffusé. Bon, vous allez me dire, mais le bruit, c'est la vie. En plus, avec des personnes qui ne parlent pas, ne craignez-vous pas de créer ainsi une atmosphère de monastère? C'est possible. Cependant, on pourra toujours par la suite ajouter certaines sources sonores, si on le souhaite. Mais il s'agira alors de bruits choisis et non subis. Par ailleurs, pour tous ceux qui se préoccupent du bien-être des personnes autistes, il y a peut-être quelques enseignements à tirer de l'expérience monacale. Car là aussi, il s'agit d'êtres humains qui vivent en dehors du monde et qui sont enfermés dans le silence. Chez eux aussi, il y a un besoin d'immuabilité, de circuits répétitifs et d'une vie quotidienne très ritualisée. Et les dispositifs qu'ils ont mis en place pour parvenir à la paix intérieure sont peut-être en partie transposables. Par exemple, en matière d'architecture, la sobriété cistercienne ou celle des temples zen pourrait constituer un modèle pour les foyers. En effet, les personnes autistes sont obsédées par les détails, qui pour elles ont tous la même importance. Elles n'ont pas une vision globale, synthétique des choses. La fonction de tri des informations semble ici carente. Alors, pour ne pas saturer leur perception et provoquer les débordements qui en résultent, il est bon de minimaliser les détails et le nombre de matériaux. Le repérage dans le temps et dans l'espace est très difficile, voire impossible dans les cas d'autisme sévère. C'est là une constatation que font tous les courants qui se sont penchés sur l'autisme, même si les explications sur l'origine de ces difficultés sont très diverses. Certains affirmeront ici encore une fois que c'est forcément d'origine génétique ou neuronale. J'aurais personnellement un peu de mal à partager cette conviction, car j'ai aussi très souvent remarqué que beaucoup de femmes n'avaient pas du tout le sens de l'orientation. Et je risquerais ici de me faire lyncher si je laissais supposer chez ces femmes un quelconque problème génétique ou neuronal. Mais revenons au sujet. 2 minutes. Bon. Alors, vous lirez les trucs, ça peut être Bon. Alors, à la suite de ce travail que j'avais fait,
Donc le projet a été accepté par les associations du DAPI, par le Conseil général, par la DAS, etc. Le foyer, à l'heure actuelle, est en cours de construction. Il ouvrira ses portes vers le mois de mai 2013. Bon, et Boris, qui a à l'heure actuelle 24 ans, qui est depuis 4 ans en Croton en IME, aura enfin une place avec 26 autres jeunes. Autre bonne nouvelle que j'ai eue cette année, c'est que ce travail que j'ai fait a été reconnu dans un rapport commandé à l'ANCREAI par la Direction générale de la cohésion sociale, qui a édité un rapport qui est un peu le pendant architectural des recommandations de la HAS sur les bonnes pratiques. Et dans ce rapport, on peut lire en page 37, a noté un travail remarquable, car très exhaustif, publié par un parent, responsable associatif dans la revue de Césamotisme en 2006, qui présente une excellente synthèse en langue française de ce qu'on pourrait considérer comme l'état de l'art. Il nous semble que l'essentiel est évoqué dans ce texte, qui devrait constituer un véritable vade-mecum pour tout promoteur associatif et tout architecte construisant un projet à destination des personnes avec TED. Une fois passée la satisfaction narcissique de voir mon travail reconnu officiellement, j'ai recommencé à m'inquiéter un peu pour l'avenir, car rien ne me semble plus dangereux que la sacralisation d'une théorie érigée en norme. C'est là que tout se fige, et c'est le point de départ de l'intolérance. Et puis, je ne suis absolument pas sûr de la pertinence de chacune de mes recommandations. Ce ne sont que les hypothèses de travail. On a certes besoin d'hypothèses pour avancer, mais il faut constamment les soumettre à l'épreuve de l'expérience, les modifier et les rejeter sans état d'âme quand cela n'apporte plus rien. Et même si l'on se trompe, tant pis, car rien n'est pire que l'immobilisme, la routine et l'indifférence, en particulier avec nos enfants autistes. Je vous remercie beaucoup.